Avant de vous donner la parole, nous allons commencer l'émission en portant notre regard sur le monde, tout en restant dans notre département, grâce à notre analyste géopolitique valdoisien Gérard Vespierre et sa rubrique Décryptons le monde. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline, à vos invités et à tous nos auditeurs. Et auditrices, Gérard. Oui, ne les oubliez pas. Large. Comme l'audience, aussi large que l'audience. C'est ça. Gérard, aujourd'hui, vous avez intitulé votre rubrique Trump-Poutine, de l'Alaska à la Hongrie. Nous allons donc échanger, je suppose, sur la situation en Ukraine et ses perspectives. Et la question qui se pose, pourquoi, 2 mois après leur première entrevue en Alaska, les présidents américains et russes vont-ils essayer de se retrouver ? À cette question, il y a beaucoup d'éléments de réponse. Tout d'abord, la position du président américain qui s'était fait fort d'obtenir un cessez-le-feu en 24 heures grâce à sa relation avec Vladimir Poutine. Il veut obtenir l'arrêt des combats. Or, la première entrevue en Alaska n'a apparemment pas apporté les progrès escomptés. Depuis le 15 août, les bombardements de part et d'autre n'ont nullement diminué. Les frappes de drones ont même augmenté. Il fallait donc revenir à la table de négociation avec la Russie. Les États-Unis ont développé une triple pression, chacune de nature différente. La première a été construite autour d'une menace que je qualifierais de militaro-diplomatique. Il s'agit de l'agitation qui a été créée autour de la livraison possible de missiles américains de longue portée, haute précision, Tomahawk. Cette arme lancée sur le territoire russe, pas par les Ukrainiens, par la possibilité de sa précision, d'accroître les destructions sur les infrastructures pétrolières russes. Toujours dans le domaine du pétrole, mais du côté des clients de la Russie, Donald Trump, la semaine dernière, avait obtenu l'accord du Premier ministre indien pour arrêter ou diminuer les livraisons de pétrole. À travers ces 2 stratégies différentes, la pression sur la première source financière de la Russie, le pétrole, franchissait un important palier. Alors, il y a les missiles, le pétrole, 2 éléments de forte pression. Or, vous nous en avez annoncé 3. Quel est donc le 3e volet? Est-il aussi dans le domaine pétrolier? Je vais vous surprendre, le 3e est encore d'une autre nature. Il est géopolitique et se situe très loin de la Russie, mais il est de grande importance pour le Kremlin. Vous avez entendu parler des interventions militaires américaines sur les bateaux des narcotrafiquants, non loin des côtes vénézuéliennes, depuis quelques semaines. Ces embarcations sont carrément détruites au lieu d'être arraisonnées. Figurez-vous que Donald Trump vient de signer même un texte dernière autorisant la CIA à mener des opérations terrestres au Venezuela. Le président Nicolás Maduro, qui fait face à une très forte opposition intérieure, réclamant son départ, a fini par déclarer « Les États-Unis veulent me renverser ». Or, ce pays est le plus important allié de la Russie dans toute l'Amérique du Sud. Il est également détenteur d'énormes réserves de pétrole. Ainsi, voyez-vous, avec des éléments très différents, militaires, économiques, géopolitiques, Washington a construit une triple pression sur le gouvernement russe. Ce dernier a bien compris et le lendemain de l'annonce du président Vladimir Poutine a décidé d'appeler Donald Trump et s'est entretenu plus de 2 heures avec lui. Oui, merci infiniment Gérard de cette analyse pour les auditrices et auditeurs d'IDFM, car je crois en effet que très peu de commentateurs ont aussi clairement identifié cette très subtile et triple action américaine, militaire, économique et géopolitique contre la Russie. Alors que tous les regards et commentaires se sont portés sur les missiles, vous nous faites comprendre qu'il y a une démarche globale de la diplomatie américaine. Et alors, que savons-nous du résultat de ce long échange entre Trump et Poutine ? Alors, puisque vous évoquiez les missiles, commençons par eux. Il faut bien comprendre que dans ce processus, ils constituaient avant tout une arme de dissuasion diplomatique. Afin de faire revenir la Russie à la table des négociations, les États-Unis ont menacé de mettre à la disposition de l'Ukraine une arme très connue pour son efficacité. À l'inverse,
Si la Russie reprenait les négociations, les missiles Tomahawk resteraient aux États-Unis. Du côté russe, maintenant, il semblerait que le Kremlin cherche une négociation territoriale en demandant aux Ukrainiens de leur abandonner le tristement célèbre territoire du Donbass qu'ils n'ont pas réussi à conquérir en totalité en 3 ans et demi de guerre. Ils seraient prêts à se retirer de territoires plus au sud, contrôlés actuellement par leur armée. Mais cela veut dire aussi qu'ils refusent tout cessez-le-feu sur les bases de la ligne de front actuelle. Oui, donc un long échange téléphonique qui semblerait offrir l'ouverture tant attendue pour des négociations prochainement à Budapest, comme annoncé lors de l'entretien téléphonique entre ces deux dirigeants américains et russes. Vous avez raison, Jacqueline. Il convient d'être extrêmement prudent, car la Russie veut, semble-t-il, obtenir un accord territorial conformément à sa demande avant de s'engager dans un processus de cessez-le-feu. Or, l'Ukraine et les principaux pays européens, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Pologne, Danemark et la Finlande, autour des autorités européennes, souhaitent que le cessez-le-feu intervienne sur la base de la ligne de front actuelle. Donc, avant toute négociation territoriale. Ces dernières intervenant alors après que les armes se soient tues. Cela pourrait remettre en cause le calendrier de la prochaine rencontre, et cela est le cas depuis mercredi dernier et son report. Oui. Hélas. Oui, l'actualité va vite. Et d'autant que la Russie, qui continue de grignoter chaque jour quelques kilomètres carrés, peut avoir l'impression que le temps joue en sa faveur et donc faire traîner les négociations en longueur pour lui donner le temps d'avancer. Qu'est-ce que vous en pensez ? En théorie, oui, mais sur l'oblast de Donetsk, il lui reste environ 8000 km² à conquérir. Et cela pourrait donc durer plus d'une année, voire 2, au rythme de progression actuel. Il faut ajouter que la situation économique russe continue de se dégrader, le ministre russe de l'économie ayant déclaré que le pays se dirige vers la récession. Sur les 6 premiers mois de l'année, les ventes automobiles ont diminué de 45%. La TVA va augmenter et les recettes pétrolières baissent. La situation intérieure russe pourrait inciter le pouvoir politique à poursuivre les négociations, mais sur les bases qu'il souhaite. Alors, la date de reprise des négociations est hélas reculée, comme nous le savons maintenant. Merci Gérard pour cette fine analyse de cette très complexe et douloureuse situation. Ainsi, chers auditeurs et auditrices, se termine la rubrique Décryptons le monde de Gérard Vespierre. Vous pouvez retrouver tous ses écrits et interviews sur son site www.lemondedécrypté.com.